Salut les slivettes et salut les slivers. Alors je reviens encore, c'est encore moi. Coucou. Non, j'étais en panne d'inspiration sur les vidéos sleeve, je savais plus trop quoi filmer. Je vais arriver à un an post-sleeve, donc je pense que je vous ferai un bilan à un an. Mais là en fait, je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas quand même un bout, pas de résumé, mais un truc info sur les choses essentielles à savoir avant de s'engager dans une chirurgie bariatrique, ce qui reste toujours que mon avis personnel et qui peut différer en fonction des personnes. Voilà, donc voilà, je vous fais quelques petits trucs, je sais pas combien il y aura de points, j'ai noté en vrac sur une feuille, et puis voilà, on verra bien. Mais voilà, c'est un petit peu une synthèse de toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent. Et pour ceux qui savent pas trop s'ils doivent se lancer ou pas, s'ils correspondent au profil ou pas, au profil entre guillemets, ou pas, ben voilà, il faut savoir que c'est pas une opération anodine et qu'il y a des choses qui vont se passer par la suite et il faut être prêt à ce que ces choses-là se passent. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur la préparation préopératoire, toutes les visites chez les médecins, etc. La visite chez le psy, je suis pas psy, c'est pas moi qui décide si les gens doivent être opérés ou pas. Je suis pas médecin non plus, je travaille pas à la sécu non plus, voilà. J'ai mon jugement, enfin j'ai mon opinion sur le fait que certaines personnes se font opérer et devraient certainement pas rentrer dans ce protocole-là. J'ai regardé des émissions, j'ai regardé des vidéos sur des gens qui avaient un IMC à peine à 35 et qui se mettent à bouffer comme des vaches pour arriver à se faire opérer parce qu'elles ont 3 bouts de gras en trop. Enfin bref, ça reste mon avis, j'ai pas de... Voilà, le sujet de la vidéo n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe? À quoi il faut être préparé quand on se lance dans le parcours de l'opération de la chirurgie bariatrique? Alors, c'est pas que la sleeve, ça peut être le bypass aussi, il y a plein de techniques, etc. Enfin, c'est pareil, je suis pas chirurgien, je vais pas vous décrire les techniques par cœur. Première chose, il faut déjà se préparer à l'opération parce que c'est peut-être une opération qui est assez rapide mais c'est pas neutre. Donc pour rappel, soit on vous chinte l'estomac, soit on vous le découpe quand même. Donc pour moi ça reste une mutilation. La plupart du temps, alors pour la sleeve c'est irréversible, le bypass apparemment il y a des techniques qui seraient réversibles, enfin ça c'est pareil, allez voir avec le chirurgien, mais il faut bien penser que si on est sur un parcours avec une opération, c'est une opération assez lourde, qui a des conséquences et donc une notion d'irréversibilité par la suite, hein. C'est pas juste pour dire voilà, j'ai un petit peu de gras et je veux l'enlever, hein. Donc c'est la suite aussi d'un parcours plutôt douloureux de vie dans l'obésité. Voilà, donc le premier point à prendre en compte c'est l'opération et les suites post-op. Alors les suites post-op ça peut être quoi? Je vais partir du pire et je vais arriver au meilleur après. Mais il faut... Alors le pire du pire je ne l'ai pas connu. Donc je ne vais pas vous en parler. Pour moi, ça s'est super bien passé. Il y a des choses qui se passent après l'opération qu'il ne faut pas occulter, qu'il faut pouvoir prendre en compte aussi et être capable d'appréhender. Donc première chose, c'est le dumping. Alors, les slivés, apparemment, font moins de dumping que les gens qui ont un bypass, mais ça existe quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que le dumping? C'est un malaise après avoir mangé un aliment ou un type d'aliment. Exemple, j'ai mangé un petit peu gras ou pas longtemps après l'opération, j'ai mangé un morceau de gâteau et du coup il y avait du sucre et là je fais comme un diabétique quand il fait une crise d'hypoglycémie, en gros je fais comme un malaise. Alors ça dure, enfin pour moi, ça dure entre 45 minutes et 1h30 où on n'est pas bien, on a envie de vomir, on a des suées, envie de dormir, enfin
il faut ventiler, voilà, c'est le gros coup de mou, en gros le dumping c'est ça, c'est un gros coup de mou après s'être alimenté. Ça peut être tout simplement j'ai trop mangé ou je me suis pas écoutée et je fais le dumping aussi. Donc ça c'est des choses qui peuvent arriver. Autre chose qui peut arriver aussi, et qui arrive plutôt fréquemment aussi chez les slivés, c'est les remontées acides. Alors moi ça m'est arrivé deux ou trois fois. Et là c'est assez violent quand même, c'est parce que ça arrive. Alors moi ça m'est arrivé la nuit. On se réveille en pleine nuit avec une impression d'acide, mais vraiment d'avoir bu de l'acide dans la gorge. Et puis des brûlures d'estomac affreuses, pliées en deux. Et voilà, donc plutôt mal. Et des fois, si on n'en a pas parlé avec son chirurgien avant ou si on n'a pas pris les infos, ben on ne sait pas quoi faire. Donc moi, la première fois, je ne savais vraiment pas quoi faire. Et du coup, on passe une nuit affreuse en attendant d'aller chez le médecin le lendemain en se demandant ce qui se passe. Parce que mine de rien, on s'est fait mutiler l'estomac. En pleine nuit, on se réveille avec des acidités, enfin un truc qui brûle de la trachée jusqu'au milieu du ventre et on se demande ce qui se passe. Donc c'est des remontées acides. Et là, le traitement, bah, c'est un antiacide. Donc moi, le médecin ou le chirurgien m'ont donné du Mopral. Alors la pharmacie m'a donné le générique qui est, je sais plus lequel, enfin bref, un médicament pour l'estomac contre l'acidité gastrique. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver et il faut être prêt à vivre ça. Le chirurgien m'a précisé que ça, ce genre de choses-là, ça arrivera de temps en temps. Donc c'est pas un truc qui arrive parce que l'opération est toute fraîche et après c'est fini. Non, ça peut revenir après tout au long de la vie. Alors je sais pas si ça revient tout au long de la vie, mais ça peut revenir régulièrement. Un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que donc juste après l'opération, on perd super vite, on est super content. Tout se passe bien. Et alors là, à la clinique où j'ai été opérée, dans les réunions pré-op, post-op qu'on fait, ils appellent ça la lune de miel. Alors je ne sais pas si c'est le terme utilisé chez tout le monde, mais en gros la lune de miel c'est les premiers mois où tout se passe bien, on perd et c'est génial. Sauf que la lune de miel, des fois, enfin pas deux fois, tout le temps, ça s'arrête à un moment. Et c'est à ce moment-là qu'il faut être vigilant. Donc moi je pense que là, à 11 mois, en mon 11e mois, je suis en train de quitter la lune de miel. Là, je suis en train de venir dans la routine. Et la routine, il faut faire gaffe, puisque c'est à ce moment-là où on est susceptible de reprendre les mauvaises habitudes. Et il faut être hyper vigilant. Alors les mauvaises habitudes, c'est quoi? C'est les quantités déjà qui commencent à revenir un petit peu plus... Enfin, on a moins de difficultés à manger, on a moins de difficultés à manger certaines choses. Et du coup, il faut faire attention parce qu'on peut se dire à un moment ou à un autre, enfin sans y penser, hein, avoir le réflexe de manger comme avant. Et ça, c'est pas bien du tout. Voilà. Donc la lune de miel, c'est sympa au début. Quand elle s'arrête, il faut avoir un peu de vigilance. Voilà, il faut bien réfléchir et se dire à quelle étape j'en suis et qu'est-ce que je dois faire maintenant. Je sais pas si je suis assez claire. Parce que je suis un petit peu comme Jean-Claude Van Damme dans ma tête. Tu vois. Autre chose en post-op sur lequel il faut être vigilant, c'est la fatigue. Donc là, il faut s'écouter. Donc quand on reprend le travail pour ceux qui ont une activité ou quand on reprend des activités après un mois et demi, 2 mois, moi j'ai eu beaucoup la patate à certains moments, j'avais la pêche et je faisais plein de trucs, ça durait 2-3 jours et après patatrac, tu fais plus rien parce que ton corps il a dit stop. T'as plus assez de jus et il faut que tu recharges un peu les batteries. Donc faites attention à la fatigue, écoutez-vous et faites attention de ne pas partir dans l'excès au moment où vous vous sentez super bien. Autre chose post-op, les cheveux. Il faut se préparer. Alors ça n'arrive pas à tout le monde non plus, mais il faut se préparer à changer d'image
au niveau, déjà, enfin, pour moi, hein, le plus compliqué au départ, c'était ça. C'était la perte des cheveux. Parce on est beaucoup, c'est pareil, c'est pas une généralité, mais on est beaucoup à avoir perdu énormément de cheveux. Donc quand tu te retrouves avec des trous dans la tête et que les gens te regardent bizarrement en se disant putain, elle est gravement malade, il y a un truc qui va pas, enfin ils se le disent, mais toi ils te disent rien, mais ils te regardent bizarrement. Et puis toi, quand tu te regardes dans le miroir et tu dis waouh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais faire, etc. Donc ça, il faut être préparé aussi à ce genre de choses. Ça arrive pas du jour au lendemain, mais bon, quand on prend la douche et que les cheveux tombent au fur et à mesure, voilà, enfin, c'est des choses qu'il faut envisager et il faut être prêt à l'accepter parce qu'ils tombent, après ils repoussent, hein, parce qu'il faut faire le traitement qui va bien pour que ça repousse. Mais entre le moment où ils sont tombés et le moment où ils repoussent, il y a un laps de temps où on n'est pas franchement très fraîche. Donc il faut aussi être prêt à ça.